Bonjour à toutes et à tous sur i24 News. Dans votre émission Tout est politique cette semaine, Nicolas Sarkozy ovationné par les militants, François Fillon et Alain Juppé accueillis par des sifflets. Michaël Darmon, bonjour. Bonjour. La droite française a désormais une maison commune? Non, il y a une boîte à primaire qui a été organisée et qui a pour enseigne les Républicains. Bonjour Christian Mallard. Bonjour. C'est un nouveau bras de fer entre Poutine et les Européens. Moscou a publié une liste noire de 89 personnes qui n'ont plus le droit de poser le pied sur le sol russe. Parmi eux, Dany Cohn-Bendit, Bernard-Henri Lévy sur la liste noire. C'est une réplique aux sanctions économiques? Mais c'est le berger, la réponse du berger à la bergère. Donc il fallait s'y attendre. Poutine est dans son droit. On verra, on va en parler. Décryptage dans un instant avec vous. Tout est politique. Les Républicains, c'est une marque républicaine. Les Républicains en marche vers 2017, un Nicolas Sarkozy acclamé à la tribune lors du congrès fondateur et un président des Républicains qui a tiré à boulet rouge sur la gauche. On regarde. À ceux qui nous accuseraient de vouloir confisquer la République, je veux répondre que s'ils ne l'avaient pas trahi, la République, s'ils ne l'avaient pas abandonné, la République, s'ils ne l'avaient pas abaissé, la République, nous n'aurions pas besoin aujourd'hui de la relever, la République française. Michaël, pendant que vous regardiez l'image, vous disiez il est en forme, Nicolas Sarkozy. Oui, il est en forme. J'étais relativement ironique. Je vais vous expliquer pourquoi ce discours montre qu'il n'est pas en forme du tout. Parce qu'en fait, c'est, je crois, le discours le plus indigent sur le plan politique auquel on a pu assister depuis longtemps. Ce congrès de la vie de l'entourage de Nicolas Sarkozy, qui ne le reconnaît pas, bien évidemment, mais qui le murmure et qui le susurre, est un ratage politique complet. Il y avait non pas 15 000 personnes, mais 8 500 personnes étayées, d'une part. Et deuxièmement, la manière dont Nicolas Sarkozy a organisé son discours montre sa solitude. Il n'y a plus d'intellectuels autour de lui, il n'a plus de personnes ressources. Il n'y avait personne, aucune personnalité? Henri Guénaud n'écrit plus pour lui. Patrick Buisson, qu'on le conteste ou pas, n'écrit plus pour lui. Emmanuel Mignon n'écrit plus pour lui. Donc en réalité, la solitude de Nicolas Sarkozy s'est montrée à travers ce discours assez violent, assez virulent, et qui n'est pas au niveau d'un ancien président de la République. Ça reflète les sondages. 72% des Français ne veulent plus de Sarkozy aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il est venu faire là? C'est terminé. Mais quelque part, on a le sentiment qu'il le sait tellement. Il le sait tellement. Dans ce congrès, au fond, qu'est-ce qu'on a montré? On voit sur le podium congrès fondateur. Congrès fondateur, non pas des militants qui acclament, mais des fans qui exultent. C'est-à-dire qu'on voit bien maintenant que la nouvelle catégorie donc de supporters de Nicolas Sarkozy sont des fans. Ils pourraient faire n'importe quoi, ils applaudiraient parce que c'est Nicolas Sarkozy. Quelle est la différence entre des fans et des militants? Eh bien, les militants, ils réfléchissent quand même un peu. Les militants, ils peuvent avoir le droit d'avoir une divergence avec leurs dirigeants sans pour autant être sortis de la communauté ou excommuniés tel qu'on pouvait l'entendre dans les travées ou qu'on va le voir. Sarkozy nous a parlé de république de la confiance. Moi, j'ai plutôt envie de dire république de la défiance et de la méfiance. Alors, on l'a vu à l'intérieur avec M. Juppé, M. Fillon. Ça a été le bal des faux culs, vous m'excusez, mais enfin, franchement. Bah oui, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il a inventé ce concept d'on ne sait où de la République de confiance. On sait d'où, quelque part. Inspiration de la société de confiance de Jean-François Copé en 2001 pour Michel Alliot-Marie. 14 ans après. On voit bien qu'on fait toujours donc, du nouveau avec du vieux. Ça, c'est bien connu comme technique. Mais surtout, la République de confiance est une espèce on dirait, de monde idyllique, un peu même enfantin, où il explique que le policier et les administrés vivent en confiance, ou le patron vit en confiance avec l'ouvrier, vice-versa. Bon, bref, il n'y a rien, il n'y a pas une idée. On voit bien que tout ça, c'est pour faire donc, du média, et que derrière, eh bien, on attend les projets de Nicolas Sarkozy pour le XXIe siècle. Alors, pour les autres candidats à la primaire, c'était un petit peu différent. Alain Juppé et François Fillon ont été hués. On va les regarder, là. François Fillon. Regardez. Thierry Voilà, Solaire. ça montre la bonne ambiance qui existait. Voilà, donc François Fillon. François Fillon, visage bien fermé. Visage bien fermé, oui. Voilà. Qui fera un bon discours d'ailleurs. Et Alain Juppé, donc,
sur la table. Et justement, Alain Juppé ne semble pas avoir confiance en Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a le parti. Bon, pour l'instant, j'ai l'opinion, mais j'organise ma petite PME. Parfois, il arrive que des PME performantes soient plus efficaces que des grandes. Il a le parti, j'ai l'opinion, c'est une formule qui va rester. Oui, alors c'est surtout une formule, on va dire, qui raconte pour Alain Juppé sa martingale. C'est-à-dire qu'il estime que avoir le parti aujourd'hui ne suffit pas pour pouvoir être candidat et gagner la primaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, la primaire, dans l'esprit d'Alain Juppé, on verra si ça se fait, se jouera devant 2 ou 3 millions d'électeurs. Donc au sens large donc, de la droite, tandis que, comme on l'a vu, le congrès fondateur se joue à 8 000 ou 10 000 personnes. Évidemment, ça n'a rien à voir. Et il veut dire également, il envoie le message à Nicolas Sarkozy que plus on s'éloigne du parti, moins on veut de Nicolas Sarkozy. Il lui rappelle cela. Pardonne-moi, mais Nicolas Sarkozy lui a renvoyé quand même la monnaie de sa pièce en lui rappelant une réalité, c'est que à l'époque, Nicolas Sarkozy parlait comme ça quand il soutenait Édouard Balladur, avec le résultat que l'on sait. Et c'est vrai que le problème d'Alain Juppé aujourd'hui, c'est qu'il vit un petit peu ce que Balladur a vécu à l'époque, c'est-à-dire une sorte d'aura sondagière, médiatique, qui le met un peu sur un nuage. Mais attention, le vainqueur des suffrages n'est pas le vainqueur des sondages. J'en reviens à ce que je vous ai dit plusieurs fois dans cette émission. Juppé est quand même le mieux placé aujourd'hui pour battre Sarkozy et pour battre Hollande. Il y a un sondage qui est sorti sur sur iTélé et Le Parisien, 55 pour Juppé, 45 pour Sarkozy. Un sondage, une photographie de l'instant. Les gens aujourd'hui préfèrent Juppé à Sarkozy pour battre Hollande. Ça n'est pas gagné du tout pour Alain Juppé, contrairement aujourd'hui à ce que toute la presse veut admettre et poser et mettre comme acquis, parce que tout simplement c'est un peu du wishful thinking. C'est un peu comme si on a envie que ça soit Alain Juppé, donc ça va être Alain Juppé. Mais attention, les réalités politiques sont aussi différentes. La droitisation du corps électoral général à droite est un point d'équilibre que ne possède pas Alain Juppé et sur lequel travaille également Nicolas Sarkozy. Ça peut. Ce serait la faille d'Alain Juppé. Ça peut lui rapporter la primaire. Ce que je note aujourd'hui, et je trouve ça pathétique, c'est qu'aujourd'hui, on a les deux candidats les plus détestés, les deux hommes politiques les plus détestés de France, Hollande et Sarkozy, qui sont déjà en campagne présidentielle pratiquement, qui s'y croient en quelque sorte. Mais on en est à 3 ans, on a le temps. Deux ans. La campagne présidentielle, 2 ans, ça veut dire c'est dans... Vous avez dit que M. Hollande avait commencé sa campagne présidentielle, M. Sarkozy aussi. Mais en temps politique, 2 ans, c'est 5 minutes. Il est évident que tout le monde est déjà dans l'organisation de la campagne présidentielle. Mais tout en sachant que, et c'est ça l'alchimie d'une campagne présidentielle dans le système politique français, c'est qu'on est à l'état gazeux et que tout peut se cristalliser. Tout peut se cristalliser. Je vous rappelle que personne ne pouvait imaginer en 2011 que la primaire socialiste se terminerait dans une chambre d'hôtel. Et vous avez bien raison. Allez, tout est politique, le bras de fer entre la Russie et l'Occident. 4 Français sont concernés, Bernard-Henri Lévy, Bruno Leroux, Henri Malos, Daniel Cohn-Bendit. Ils font partie des 89 personnalités interdites de poser le pied sur le sol russe. On écoute d'abord les explications, enfin les justifications de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Concernant cette histoire, nous ne voulions pas la rendre publique. Il est évident que nous ne pouvons pas enfreindre la loi principale des relations internationales, le principe de réciprocité. Et quand l'Union européenne a décidé de sanctionner 150 Russes, nous en avons fait de même, mais envers un nombre inférieur de citoyens des pays membres de l'Union européenne. On est dans l'œil pour œil, dent pour dent, Christian. Œil pour œil, dent pour dent. Je vous ai dit tout à l'heure à la réponse du berger à la bergère. C'est vrai qu'on avait imposé des sanctions à la Russie suite à l'annexion de la Crimée et au soutien affiché ostensiblement. Mais c'est des sanctions économiques. Aux sanctions économiques, mais enfin au soutien aussi affiché par Poutine aux indépendantistes de l'Est de l'Ukraine. Donc il est là le problème. L'abcès n'est pas crevé. Et il va falloir du temps pour le crever. Mais pourquoi cette liste? Pourquoi Bernard-Henri Lévy? Bernard-Henri Lévy, il a été... Vous savez, je l'ai appelé dans cette émission le bazar de l'hôtel de Libye. Il est allé s'ingérer dans les affaires libyennes, on a vu le résultat. Il est allé combien de fois sur la place, le square central, la place de l'indépendance à Kiev pour soutenir les opposants à Viktor Yanukovych, l'ex-président soutenu par les Russes, l'ex-président ukrainien. Donc si vous voulez, aux yeux des Russes, Bernard-Henri Lévy s'est ingéré dans les affaires ukrainiennes, s'était allé ingérer dans les affaires. Une tradition à la française, d'abord, de l'ingérence intellectuelle qui s'arroge des frontières, des territoires et des nationalismes.
on est bien. Si on n'avait pas un personnage comme Bernard-Henri Lévy, il y a beaucoup de problèmes qui n'auraient pas été sauf que Bernard-Henri Lévy a commis beaucoup proposés d'erreurs. à la conscience des Français. Oui, c'est ça, à la conscience des. Voilà. Bernard-Henri Lévy n'est pas le sujet. Des problèmes. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est en conflit frontal avec la Russie et qu'on ne peut pas se le permettre. Parce que, si vous voulez, c'est un des deux problèmes majeurs pour l'Occident aujourd'hui, la Russie, avec Daesh. Le problème majeur, c'est qu'il faut régler la crise ukrainienne, elle n'est pas réglée. Et puis, les Américains et leurs partenaires occidentaux aujourd'hui voudraient, et ils ne savent pas comment faire, ils voudraient récupérer Poutine pour régler les problèmes urgents du Moyen-Orient. Okay, alors, que vient faire Daniel Cohn-Bendit là-dedans? Non, mais Daniel Cohn-Bendit, ça je ne sais pas. Ou Bruno Leroux. Ou Bruno Leroux, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que par exemple, l'ancien vice-premier ministre anglais, Nick Clegg, qui était le partenaire de Cameron, alors lui, ils l'ont sanctionné, vous savez pourquoi? Parce qu'il était contre la tenue de la prochaine Coupe du Monde de football, on revient au dossier de la FIFA, en Russie. Donc ça, ils l'ont sanctionné. Ils ont sanctionné aussi M. Vellman, qui est un député conservateur allemand. Pourquoi? Parce qu'il avait critiqué la Russie. Et alors qu'ils l'ont interpellé à l'aéroport, il avait rendez-vous avec un des conseillers de Poutine et avec un représentant de la Commission des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'il veut nous dire politiquement en interdisant des gens? Quel est le message qu'ils font passer? Poutine veut dire à l'Occident, entre guillemets, foutez-moi la paix dans ma zone d'influence, je vous l'ai dit maintes fois, foutez-moi la paix dans ma zone d'influence, qui est l'Ukraine, l'ex-partie de l'Est, et puis l'Eurasie, et moi je jouerai le jeu avec vous. Donc il faut proposer, je reviens là-dessus, j'insiste lourdement, il faut proposer un marché à Poutine, un marché gagnant-gagnant, on vous laisse tranquille, et vous jouez avec nous pour régler le problème irakien, où ça explose, le problème syrien, c'est toute la région Daesh, et le problème du nucléaire iranien. Mais si on ne fait pas ça, comme celui-là, ça permet justement d'avoir peut-être des exactions dans certains endroits, pas forcément de sa part, mais dans d'autres pays. Vous imaginez si on applique ce principe dans toutes les zones du monde? Je crois qu'on a refusé. On laisse Daesh tranquille, on a refusé. Il arrête les attentats sur le sol européen. Michael, il vaut mieux récupérer Poutine. Il vaut mieux récupérer Poutine, l'avoir avec nous. Le problème, c'est que Poutine envoie un message à cette ancienne puissance qui est l'Europe, avec les pays comme la France qui se mirent encore dans leur miroir et s'imaginent qu'ils sont puissants, en disant voilà ce que c'est qu'un peuple puissant et voilà ce que c'est que donc un dirigeant qui a l'autorité. Je voudrais vous rappeler que M. Poutine adresse aussi des messages, incompris parce qu'il ne veut pas les comprendre, à M. Obama. Nous avons, je regrette, je le redis, un des plus incompétents présidents des États-Unis avec George W. Bush. C'est quand même dramatique. Pas voté pour lui. Ah ben je n'ai pas voté. Tout est politique. Les images de la semaine. Mickaël, on vient avec vous. Votre image de la semaine, c'est le couple, je peux les appeler le couple Hollande-Royal, qui a accueilli le couple royal d'Espagne à l'Élysée. Absolument. Protocole royal. Regardez cette image. Accueil donc du couple royal. Et qui est à côté donc du président de la République française, François Hollande? Eh bien, Ségolène Royal, dont on, n'est-ce pas, on ne raconte plus évidemment le parcours personnel et familial. Pourquoi? D'abord parce que c'est un protocole aujourd'hui, ce jour-là, qu'il a désigné. Donc le protocole, effectivement, était royal. Manuel Valls n'était pas là, Laurent Fabius n'était pas là. Donc ça revient par rang protocolaire à une Ségolène Royal qui est absolument rayonnante. C'était une first lady du jour. Et surtout, cela concrétise et cristallise tout ce que l'on a au fond écrit depuis déjà et raconté depuis plusieurs semaines. C'est la première dame politique. C'est-à-dire que le couple politique s'est reconstitué. Pourquoi? Parce qu'elle est le logiciel de popularité d'un président isolé et en déclin de popularité. Elle a retrouvé le lien avec la société française. Elle est celle qui a des relations qui sont les plus aujourd'hui pacifiées avec François Hollande. Bah, mais qu'est-ce qu'on a? Mais qu'a-t-on fait de connaître François Hollande? On s'en moque. On fait du neuf avec le vieux. Oui, je ne sais pas, ça je ne sais pas parce que vraiment je ne saurais me prononcer. Mais en même temps, que se passe-t-il? On s'en moque de connaître François Hollande. Aujourd'hui, François Hollande, qu'est-ce qu'il veut savoir? Ce qu'il veut, c'est montrer la capacité qu'il a à pouvoir diffuser une forme de popularité et être à côté de quelqu'un qui a une bonne relation avec les Français, qui reste effectivement un personnage hors norme, qui effectivement est la première des conseillères, des confidents. C'est la pièce majeure. Exactement, elle est au cœur de... En tout cas, c'est une maîtresse pièce. On l'a dit. Voilà. Mais ça n'est pas le cas. Non mais attendez, on va pas tourner autour du pot, ce n'est pas le cas. Ce sont des anciens compagnons, ils ont des enfants ensemble. Aujourd'hui, ils font de la politique ensemble. Ils ont toujours fait la politique ensemble. Finalement, c'est leur spécificité française. Leur projet est abouti. Il est là. Exactement. Voilà. Leur projet est abouti. Ils sont tous les deux sur le perron de l'Élysée. Certes,
dans des conditions personnelles particulières, différentes, mais ils sont sur le perron de ils l'Élysée. sont là. Christian, votre image de la semaine, alors c'est cette femme de 92 ans, Harriet Thompson, qui a bouclé un marathon de 42 km. Écoutez, moi je suis ravi, quel bel exemple. Regardez cette femme, Harriet Thompson, 92 ans, le marathon en 7h25 minutes. Moi je ne le ferai même pas, j'ai honte. Bravo madame, je crois qu'elle peut servir d'exemple à tous nos hommes politiques, de gauche et de droite, en leur disant il faut avoir de la volonté, il faut être patient, il faut être tenace, battez-vous. Je crois que c'est un bel exemple. 7h24, vous voyez. Et l'exemple et le lien entre ces deux images politiques de la semaine, c'est que bien toutes les deux pratiquent le marathon. Elles pratiquent le marathon. Et vous savez à qui elle ressemble? À une ancienne humoriste qu'on voyait beaucoup à la télévision américaine, Carol Burnett. Ça, ce sont des bons souvenirs. C'est formidable. Allez, merci pour ces images de femmes de cette semaine. Merci messieurs. On se retrouve donc la semaine prochaine, tout à l'heure, après les infos, avec deux invités cette semaine dans Tout est politique. Juliette Méadel, porte-parole du Parti socialiste, et Guillaume Larrivé, secrétaire national des Républicains. À tout à l'heure.